Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Patrice Duhamel parce que ce soir, France 3 diffuse le documentaire Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir, doc que vous avez écrit avec Jean-Pierre Cottet et Éric Roussel et qui s'inscrit dans la célébration du 50e anniversaire de la disparition du président Pompidou. C'était le 2 avril 74, il n'avait que 63 ans et même si son visage était vraiment marqué par la maladie, visiblement ça a surpris tout le monde. Et notamment la direction de l'ORTF, la télévision de l'époque, parce que rien n'était prêt. C'est ce que vous montrez en ouverture de ce doc. Et je peux même ajouter, j'étais là le soir quand il y a un événement comme celui-là, tous les journalistes arrivent. Je m'occupais des affaires économiques et financières et pétrolières. C'est pour ça que j'ai connu Pompidou, parce qu'il y avait des négociations à ce moment-là. Il y avait une crise pétrolière, une crise financière. Ouais. Et donc j'étais là le soir du 2 avril. Et ce qui était extraordinaire, sans être trop long, c'est qu'on a tous les journalistes de la rédaction ont découvert qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle des nécrologies du président sur instruction de l'Élysée, qui avait dit il faut pas alimenter les rumeurs, donc pas de... Et pour l'anecdote, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quand je le raconte, on a du mal à me croire, mais c'est pourtant la réalité. Il y a un jeune chef d'édition qui est devenu ensuite un rédacteur en chef avec Borouzi, qui s'appelle Pierre Géraud, qui avait vu une équipe de la télévision japonaise faire un film sur Pompidou parce qu'ils avaient entendu les rumeurs. Et alors on a appelé à la NHK, la télévision japonaise, ils nous ont dit ils sont dans l'avion, ils rejoignent Tokyo. Et à ce moment-là, le gouvernement français et l'ORTF, ça fonctionnait ensemble. Donc le gouvernement a fait atterrir l'avion. Et c'est la nécro de la télévision japonaise qui a été diffusée par la télévision française ce soir-là, vers 11h30 ou minuit. Sans le son, du coup. Alors il y avait les sonores de Pompidou, mais sans le son puisque c'était en japonais. C'était en japonais. Non, mais c'est quand même incroyable que sur la télévision française, pour la mort du président, et quand on me demande comment était l'ORTF, puisque je suis arrivé fin 69, je raconte toujours c'est plus qu'une anecdote, c'était absolument c'est fou. Extraordinaire. Et alors écoutez comment le grand Léon Zitrone lui-même semble un peu perdu ce soir-là. Nous allons maintenant de plus en plus pouvoir vous passer des images qui correspondront à diverses époques de la vie du président décédé il y a environ 1 heure et demie. Nous allons les mêler d'informations parlées. Nous allons, je vous l'ai dit, improviser parce que ce qui est survenu aujourd'hui, eh bien, je dois dire que nul ne s'y attendait. Nous, pas plus que les... C'est complètement fou. Il s'en sort bien quand même, Léon Zitrone. Nous allons les mêler d'informations parlées. Pompidou, le seul président de la... J'ai su 10 mois plus tôt, il y avait une grande négociation qui se déroulait à Reykjavik en Islande. On voit d'ailleurs les images qui sont très connues de l'arrivée de Pompidou parce qu'il a son visage a grossi, etc. Et on voit qu'il va pas bien du tout. Et j'étais là-bas pour couvrir ce sommet avec Nixon, un sommet sur la crise monétaire. Et on m'a fait revenir à Paris en envoyant un avion spécial de l'armée pour monter le sujet à Paris, pour être sûr que, sur instruction de l'Élysée, il n'y ait pas de gros plan de Georges Pompidou. Et le directeur de la formation m'a fait rentrer et m'a dit est-ce que vous savez garder un secret d'État? C'est la première fois qu'on me posait la question. Je dis oui, mais c'était pas glorieux d'accepter ça, mais en même temps c'était. Et j'ai gardé l'information pour moi. J'en ai parlé qu'à mon frère aîné, puisqu'on se dit tout. Mais je l'ai dit à personne pendant 10 mois. Et je savais pas ce qu'il avait, mais je savais que c'était excessivement grave. Très grave. Et ça se voyait effectivement sur son visage aussi. Alors vous allez dérouler de manière très chronologique toute la vie de Pompidou dans ce documentaire. Alors certains diront que c'est classique le fait de le faire de manière chronologique. Moi j'ai trouvé ça au contraire très agréable de le suivre depuis son enfance parce qu'on suit l'histoire d'une vie, la traversée de la guerre dans laquelle il a pas tenté de rejoindre la résistance, ce qui sera un problème pour lui dans la suite de sa carrière. C'est même surprenant qu'il ait réussi à former ce couple aussi solide dans le temps avec De Gaulle alors qu'il faisait pas partie de son clan au départ. Il n'était pas dans les gaullistes purs et durs, qui avaient notamment ceux qui avaient rejoint Londres dès juin, juillet, août 1940. Il s'en est expliqué d'ailleurs sur la résistance. Il a dit j'étais pas tenté par l'esprit d'aventure. C'est ça. C'était un jeune professeur. Alors il a fait un peu de résistance passive, mais c'est pas allé au-delà de ça. Ça c'est sûr que ça posait un problème avec les gaullistes et que ça a fait partie notamment
c'est une des choses qui ont provoqué cette affaire épouvantable qu'on appelle l'affaire Markovitch, où sa femme a été honteusement, ignominieusement mise en cause, avec des photos truquées, etc., affreux. Ce qui a changé, ça a changé la psychologie de Georges Pompidou. Il est devenu, pour référence à ce que vous avez diffusé tout à l'heure, il est devenu beaucoup plus dur à partir de ce moment-là. Et ce qui est assez frappant dans ce doc, c'est que lorsqu'on retrace son parcours, on a l'impression qu'il n'a pas demandé grand-chose et que tout s'est plus ou moins imposé à lui. J'avais même un peu de mal à croire qu'on arrive tout en haut comme ça, sans faire preuve de stratégie, de rouerie aussi parfois. Et ça, on le ressent pas vraiment. Mais moi, j'en parle dans un livre que j'ai sorti il y a 2 mois sur les couples président-premier ministre. Et c'est un des... J'ai tous connu sauf De Gaulle. Et Georges Pompidou, donc j'étais dans je suivais des voyages. Il était extraordinairement impressionnant de son intelligence, sa rapidité, une vision, pas sur tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets, une vision absolument extraordinaire. C'est le premier président à nommer un ministre de l'Environnement, par exemple, à un moment où on en parlait très peu. Et alors qu'il adorait la voiture, il roulait en Porsche, il descendait dans le Midi en Porsche, ce que lui reprochait le général de Gaulle d'ailleurs. Mais c'était un homme incroyablement impressionnant vraiment d'intelligence et de charisme en même temps. Ouais. Et l'autre chose qui est assez frappante dans ce type de documentaire, c'est la manière de s'exprimer, la qualité de la langue de l'époque, l'élégance des réponses face aux journalistes aussi. Là, c'est vrai qu'en regardant ça, on se dit qu'on a peut-être descendu quelques étages au cours de la 5e oui, notamment République. Sa réponse en septembre 69 sur l'affaire Russier, cette institutrice qui s'est suicidée parce qu'elle avait été condamnée après avoir eu une liaison et qu'elle avait fait un peu de prison, une liaison avec un de ses élèves de 17 ans. Et Georges Pompidou va citer de mémoire un poème d'Éluard absolument magnifique qui avait été écrit par Éluard en référence aux femmes tondues à la Libération, comprenne qui voudra, la victime, etc. Et en réalité, ses proches amis, que certains je connaissais extrêmement bien, m'ont dit après que ils pensaient au calvaire qu'avait vécu sa femme pendant l'affaire Markovitch. On vous recommande vraiment ce documentaire ce soir, Georges Pompidou, La cruauté du pouvoir. C'est à voir sur France 3 à 21h10. Restez avec nous, Patrice Duhamel, pour commenter l'actu des médias dans un instant.